regardez le 24 News, il est 19h. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Tout de suite les titres. À la une ce soir, 446e jour consécutif de génocide sioniste sur Gaza. Le ministère palestinien de la Santé annonce pas moins de 23 martyrs ces dernières 24 heures, à l'heure où le bilan s'est alourdi à 45 361 morts. Les agressions sionistes s'intensifient également en Cisjordanie occupée. Au moins 8 Palestiniens sont tombés en martyrs dans le camp de réfugiés de Tulkaram. Nouvelle violation du cessez-le-feu au Liban. Les avions de l'occupation sioniste ciblent une bâtisse dans la région de Baalbek, à l'est du pays. Et puis ce chiffre du jour, l'Organisation internationale pour les migrations fait état de près de 12 millions de Soudanais déplacés depuis le début du conflit dans le pays. Et enfin, un conflit en Ukraine. Moscou accuse l'OTAN de vouloir transformer la Moldavie en centre logistique pour ravitailler Kiev. Nous en parlerons justement avec notre invité du 19h. Bonsoir à tous, nouvelle journée de chaos dans la bande de Gaza. Au moins 13 Palestiniens sont tombés en martyrs et plusieurs autres ont été blessés, dont des enfants. Ce mercredi, à la suite de nouveaux bombardements des forces d'occupation sionistes contre diverses zones de la bande. Et les avions de l'occupation ont mené tôt ce mercredi un nouveau raid d'agression au sud de la bande, plus précisément à l'est du gouvernorat de Khan Younes. Bilan au moins 11 martyrs, dont des femmes et des enfants, et un nombre important de blessés. Chaque jour est un jour de deuil à Gaza. Les corps de 5 martyrs, dont 2 femmes, ont été enterrés ce mercredi matin dans les cours de l'hôpital Nasser de Khan Younes. Une situation qui devient presque habituelle pour les habitants de la bande, épuisés et anéantis. Le ministère palestinien de la Santé a annoncé ce mercredi qu'au moins 23 Palestiniens, dont des femmes et des enfants, étaient tombés en martyrs au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions de l'enclave. Le bilan s'est donc une nouvelle fois alourdi en ce 446e jour consécutif d'agressions génocidaires sionistes, passant à 45 361 martyrs et 107 803 blessés, dont une majorité, il faut le rappeler, sont des femmes et des enfants. Selon les autorités palestiniennes de la santé, un certain nombre de corps restent toujours bloqués sous les décombres, impossible pour les secours de les atteindre par manque de moyens. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a averti que les attaques des forces d'occupation sionistes contre les hôpitaux du nord de Gaza au cours des derniers jours ont eu des effets dévastateurs sur les civils qui se trouvent bloqués dans les zones assiégées.
L'OCHA déplore qu'au cours des derniers jours, des rapports ont fait état d'agressions contre et autour des hôpitaux Al-Quds et Kemal Adwan, deux des derniers établissements de santé au nord assiégés qui continuent de fonctionner, notant que ces agressions ont provoqué l'évacuation forcée de son personnel et de ses patients. Les chrétiens de Gaza célèbrent un deuxième Noël dans la tristesse et le désarroi. Abrités dans une église, ils passent les fêtes au milieu des ravages causés par cette agression génocidaire sioniste qui dure déjà depuis une éternité. Récit de Tinihan Makassi. Le Père Noël ne passera pas à Gaza cette année. Sans doute que ce personnage issu de l'imaginaire de la civilisation blanche américaine, dont le ventre bien repu et bien dodu, conçu pour s'adapter à toutes les cheminées des maisons, n'a pas pu, depuis son pôle Nord, voir les cheminées de la ville de Gaza. Sur les maisons de Gaza, en ces temps de froid, il n'y a pas de cheminée, il n'y a même plus de maisons à Gaza. À Gaza, du nord au sud, d'est en ouest, la ville n'est que champ de ruines, l'œuvre de ce que l'apogée de la civilisation occidentale a pu apporter à l'humanité. La machine génocidaire sioniste et ses complices ont procédé à l'extermination du peuple palestinien, qui fait face à une épuration ethnique depuis plus d'un an, où les ambulances et les camions d'aide humanitaire n'ont pas de place. Les rennes et les traîneaux du Père Noël seraient sans doute considérés par les forces d'occupation comme une lueur d'espoir qui n'a pas de place à Gaza. Dans le récit des sionistes à Gaza, seuls les chars de la force assassine circulent dans les entrailles de l'enclave. À Gaza, le sionisme veut anéantir cette culture, cette nation palestinienne dans toute sa splendeur et dans toutes ses composantes, et dans sa résistance et sa résilience. Résister, avoir la foi, aimer sa terre, chérir la mémoire de ses martyrs sont tout autant de serments que les Palestiniens portent depuis la Nakba. Et c'est avec le cœur lourd que les chrétiens ont fait leur veillée de Noël dans leur église et prié. Prié pour que les terres de la Palestine cessent de saigner. Entre les murs de ces lieux saints pour le chrétien, ils aiment à le rappeler qu'ils prient pour leurs frères et leurs sœurs palestiniennes. Ils prient pour que cesse le feu sur Gaza. Nous sommes ici à l'église pour assister à une messe. Nous ne célébrons pas Noël. Nous sommes venus ici pour notre devoir religieux, donc la paix sera là pour nous. J'espère que la guerre finira et nous vivrons à nouveau en paix. Je demande à la communauté internationale de soutenir et de mettre fin à cette guerre cruelle contre Gaza. Depuis plus d'un an, Gaza, ses écoles, ses mosquées, ses églises, sa vie sont les cibles de l'entité sioniste. Rappelons au monde que le mensonge sioniste est celui de ses alliés occidentaux face au juste tambourant, un jour comme un château de cartes. C'était une année difficile avec la guerre et les frappes aériennes. Il y a des martyrs ici qui ont été tués à l'intérieur de l'église et l'église est devenue un lieu de refuge pour les personnes déplacées. Chaque pièce accueille 12 personnes. Comme les autres, l'église est comme toutes les écoles remplies de personnes. Si, en cette journée, les chrétiens du monde entier, ou tout du moins ceux convertis au Noël des géants américains du marketing et de la propagande, de la domination occidentale, se sont félicités du devoir accompli. À Gaza, à la place de la neige, les missiles ont continué de tomber sur les enfants. À Gaza, le miracle, c'est la résistance, c'est la résilience. Et dans les territoires palestiniens occupés, les fêtes de Noël prennent également un goût amer pour la deuxième année consécutive. À Beit Laham, les Palestiniens de confession chrétienne n'ont pas le cœur aux célébrations, mais plutôt aux prières. C'est un événement heureux. Ils sont toujours en guerre, toujours heureux parce que Jésus est né aujourd'hui. Nous célébrons en tant que chrétiens, nous célébrons la naissance de Jésus et je suis heureuse. Nous nous sentons très mal parce qu'à Bethléem, tout était toujours bondé avec des gens du monde entier en cette période de Noël. Mais regardez, vous voyez, il n'y a personne. Nous voulons simplement nous sentir humains. Nous voulons nous sentir avec Jésus-Christ. Nous voulons célébrer quelque chose de spirituel, c'est tout. Mais nous n'avons rien à célébrer, ni musique, ni rien d'autre. Rien, nous prions simplement pour la paix, c'est tout.
L'insécurité alimentaire s'intensifie à Gaza. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime que les prises quotidiennes de poissons dans la bande ont chuté à seulement 7,3% comparé aux produits de la pêche en 2022, ce qui aggrave par conséquent le risque de famine dans la région assiégée. Asmalaïd. Le secteur de la pêche à Gaza, autrefois florissant, a été anéanti par le siège sioniste. Pas seulement le siège, puisque toute embarcation de pêcheurs qui prend la mer est tout de suite ciblée par les forces de l'occupation. Privés d'aide humanitaire et affamés, les Palestiniens se retournent vers les produits de la pêche pour survivre, ce qui ne plaît pas à l'occupant qui veut réduire à néant toute possibilité de survie pour les Palestiniens. L'entité criminelle cible dans le même but les convois de l'aide humanitaire et les pêcheurs, et celui d'affamer la population de Gaza. La plupart des pêcheurs mentionnent que leurs biens, leurs bateaux ont été détruits pendant la guerre. Ils ne peuvent pas accéder à la mer. Selon le coordinateur de projet à la société coopérative de pêche, Taoufir, de nombreuses embarcations de pêche, filets et autres installations ont été détruites durant le génocide dévastateur. Les pêcheurs de Gaza sont censés attraper 15 à 20 tonnes de poissons par jour pendant cette saison. Cependant, ils n'en attrapent que 2 à 5 kilos par jour pour le moment. Khaled Adouane Ahmed El-Ham, un pêcheur de 35 ans de Kanounès, a déclaré que le génocide a détruit sa vie et a infligé aux pêcheurs locaux d'énormes pertes. Nous parvenions à nous en sortir avant la guerre. La mer nous fournissait une source de revenus et d'emplois. Nous étions satisfaits et nous nous en sortions car tout allait bien. Cependant, la guerre a éclaté et a mis fin à tout. Je souhaite qu'ils nous ouvrent l'accès à la mer afin que nous puissions pêcher en toute sécurité. J'espère ensuite qu'ils nous fourniront du matériel de pêche comme des filets, de la fibre de verre et ce genre de choses afin que nous puissions survivre par nos propres moyens. La bande de Gaza compte environ 2 millions de Palestiniens qui vivent dans des conditions très précaires en raison de l'embargo sioniste permanent imposé à l'enclave, suivi d'un siège criminel détruisant l'économie locale et affectant les moyens de subsistance de la population, imposant un chômage intenable et une pauvreté sans précédent. Comptant sur leur propre résilience, les Gazaouis font ce qu'ils peuvent pour survivre en tant que peuple par leur travail dans leur pays aujourd'hui détruit par une entité qui n'a ni foi ni loi. En Cisjordanie occupée, les raids d'agression sionistes s'intensifient. Au moins 8 Palestiniens, dont 2 femmes, sont tombés en martyrs dans le camp de réfugiés à Tol-Karam. Les forces d'occupation qui menaient une incursion dans le camp ont ouvert le feu sur les Palestiniens. Les forces d'occupation sionistes ont également pris d'assaut le gouvernorat de Naplouse, rasant plusieurs habitations avec des bulldozers et agressant les civils palestiniens. 2 d'entre eux ont par ailleurs été grièvement blessés lors d'une incursion sioniste sur le camp de réfugiés de Balata. Et les campagnes d'arrestations arbitraires se poursuivent sans relâche en Cisjordanie occupée. Au moins 25 Palestiniens, dont des enfants, ont été arrêtés dans la nuit de mardi à mercredi dans plusieurs gouvernorats et se sont concentrés à Ramallah et à Tol-Karam. Des dizaines de colons sionistes ont une nouvelle fois pris d'assaut ce mercredi l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds sous la haute protection des forces d'occupation. Les colons se sont introduits en groupe dans la mosquée du côté de la porte des Maghrébins et ont effectué des rituels talmudiques.
De l'autre côté de la frontière, l'axe de la résistance est toujours actif. Les Houthis du Yémen ont revendiqué ce mercredi un nouveau tir de missiles balistiques hypersoniques en direction de la zone occupée de Rafah. Les forces de missiles des forces armées yéménites ont visé une cible militaire de l'ennemi israélien dans la zone occupée de Rafah en utilisant un missile balistique hypersonique de type Palestine 2. L'opération a atteint ses objectifs avec succès. Les forces armées yéménites, à la lumière du génocide en cours contre nos frères dans la bande de Gaza, affirment leur engagement à poursuivre les opérations militaires contre l'ennemi israélien. Reprise des agressions sionistes au Liban, les avions de l'occupation ont mené mercredi à l'aube une nouvelle frappe contre la région de Baalbek dans l'est du pays en violation de la trêve en vigueur depuis un mois. Le raid des forces sionistes qui a visé une bâtisse dans les environs de la localité de Taria n'a pas fait de victimes. Les équipes de secours libanaises ont tenté de retirer 2 membres de la protection civile qui étaient coincés sous un immeuble effondré mardi à Tripoli, dans le nord du pays. Le bâtiment s'est effondré après qu'un incendie s'est déclaré plus tôt. Des témoins affirment que de fortes explosions avaient retenti au préalable. Le ministère libanais des Affaires étrangères a déposé lundi une plainte auprès du Conseil de sécurité de l'ONU par l'intermédiaire de la mission permanente du pays auprès des Nations Unies en réponse aux violations répétées par l'entité sioniste de son accord de cessez-le-feu. Selon le ministère, les forces d'occupation ont lancé plus de 816 attaques terrestres et aériennes contre le Liban, bombardant des villages frontaliers, piégeant des maisons, détruisant des quartiers résidentiels et bloquant des routes. Restez avec nous, l'actualité en Afrique, c'est tout de suite. Les travaux de la rencontre gouvernement-Wali sous le haut patronage du président algérien Abdelmajid Tebboune se sont clôturés ce mercredi avec à la clé 5 ateliers thématiques ayant réuni différents responsables de l'échelon local et régional afin de traiter des thématiques essentielles à une gestion modernisée et efficiente des collectivités locales, à savoir les leviers financiers et budgétaires favorisant un développement socio-économique équilibré et durable, la sécurité alimentaire et hydrique, enjeu majeur de la stratégie de développement, ou encore la numérisation et la modernisation des services publics de proximité pour une meilleure efficacité de l'action publique au service du citoyen. Notre wilaya, Ain Defla, elle se distingue d'être une vocation agricole par excellence. Justement, on a un programme avec le ministère de l'Agriculture pour diversifier justement les cultures, les nouvelles cultures, et ça a donné beaucoup de résultats. Nous sommes en pole position en matière de production pommes de terre de semences et pommes de terre de consommation. Néanmoins, les autres cultures, vous avez le tournesol qui a donné beaucoup de résultats. Nous avons élargi, à titre expérimental, nous avons eu un résultat très positif. Nous avons élargi cette culture et qui va donner beaucoup de résultats dans un proche avenir. Cette stratégie nouvelle qui s'articule autour de l'autosuffisance, la sécurité alimentaire et bien sûr booster le développement local et pourquoi pas créer justement les unités de transformation. Et ce chiffre qui fait froid dans le dos, plus de 24,6 millions de Soudanais, soit la moitié de la population du pays, souffrent de niveaux élevés d'insécurité alimentaire aiguë.
Selon un rapport des Nations Unies publié mardi, le Soudan est confronté à une crise de famine généralisée, une malnutrition aiguë croissante et des déplacements massifs qui aggravent une situation humanitaire déjà désastreuse. Au total, 17 régions sont menacées de famine, en particulier celles qui connaissent un afflux important de personnes déplacées. Notant qu'il s'agit de certaines parties du Darfour du Nord et du Sud, ainsi que des États de Khartoum et d'Al Jazeera. Cette année, le Soudan aura donc vécu la plus grande crise liée aux déplacements dans le monde. La population totale déplacée à l'intérieur du pays a dépassé les 11,53 millions, avec environ 8,79 millions de personnes déplacées depuis le déclenchement du conflit armé le 15 avril 2023. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, en moins de 3 semaines, plus de 80 000 personnes ont cherché refuge au Soudan du Sud suite à l'escalade des combats dans les États du Nil blanc, du Sénar et du Nil bleu. Les Nations Unies et leurs partenaires ont lancé mardi leur plan de réponse aux besoins humanitaires 2025 ainsi qu'un appel spécial pour le Mozambique afin d'aider les populations impactées par le cyclone dévastateur Chido dans ce pays. Cet appel est clair, cherche à réunir 88 millions de dollars pour intensifier les opérations humanitaires afin de répondre aux besoins les plus immédiats et pressants de 320 000 personnes directement impactées par Chido. Le cyclone Chido qui a également dévasté Mayotte. Le bilan humain s'est alourdi ce mercredi à 39 morts selon un nouveau décompte publié par le préfet dans un communiqué. Le nombre de blessés recensés après le passage du cyclone s'établit par ailleurs à 4 136 blessés légers et 124 blessés graves. Pour l'heure, la mission d'identification des victimes du cyclone poursuit son travail pour tenter de retrouver les personnes disparues dans une quinzaine de secteurs identifiés. Et alors que le seul hôpital de Mayotte est en partie détruit, de nombreux blessés n'ont toujours pas été pris en charge. Un centre de soins a été installé à cet effet dans un stade de l'archipel. Objectif, accueillir une centaine de patients par jour. Naila Hamouda. Ce stade qui accueillait autrefois les rencontres de la sélection mahoraise et du club de Mamoudzou a été transformé en hôpital improvisé. Quelques jours après le passage du cyclone Chido, un centre de soins a été mis en place pour prêter main forte. On a ouvert ce matin à 7h, 7h15 à peu près. Voilà, on s'était préparé depuis hier soir, on a travaillé très tard dans la nuit pour rendre l'hôpital opérationnel quasiment à 100%. À midi, il sera vraiment à 100%. Et donc là, voilà, on se met en route, on commence à accueillir les patients. On a mis un système de traducteurs également pour pouvoir mieux faire les soins. Donc voilà, l'hôpital se lance, se met en route et va monter en charge toute la journée pour prendre son rythme de croisière sur les jours à venir. La structure est équipée d'une maternité et de 2 blocs opératoires. Elle doit accueillir plus de 100 patients par jour pour des consultations et assurer 30 hospitalisations. Ce dispositif exceptionnel vient soulager l'hôpital de Mamoudzou, partiellement détruit. Je suis venu parce que je suis tombé le jour du cyclone. Je suis tombé de l'escalier sur les fesses et du coup je me suis blessé au niveau du début de la colonne, au niveau de la hanche là. Donc de plus en plus j'ai du mal à marcher, à m'asseoir. Même quand je conduis, je pensais que c'était superficiel mais ça commence à devenir un peu plus douloureux. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Mon médecin, son cabinet est fermé. Je suis allé plusieurs fois là-bas pour vérifier s'il a ouvert, mais toujours fermé. Et l'hôpital s'est saturé, donc je ne peux pas aller à l'hôpital. Transformé en centre médical improvisé, le stade Cavani est devenu un symbole de solidarité et de résilience pour la population de Mayotte. Cependant, la population appelle à une mobilisation accrue des autorités afin de répondre à l'urgence et entamer une reconstruction durable.
On passe au reste de l'actualité internationale avec les développements du conflit en Ukraine. Au moins une personne a été tuée et 14 ont été blessés mardi dans une frappe russe sur Kryvyi Rih, ville natale du président Volodymyr Zelensky située dans le centre du pays. Et de son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé que la chute des débris d'un drone ukrainien abattu a provoqué une explosion et un incendie meurtrier dans un centre commercial en Ossétie du Nord. L'incident avait fait, pour rappel, un mort et 2 blessés. Le ministère russe des Affaires étrangères, par le biais de sa porte-parole Maria Zakharova, a accusé ce mercredi l'OTAN de tenter de transformer la Moldavie en un centre logistique pour approvisionner l'armée ukrainienne, en plus de chercher à rapprocher son infrastructure militaire de la Russie. On écoute. Parallèlement au réarmement de la Moldavie, des efforts sont faits pour transformer ce pays en base logistique pour l'approvisionnement des forces armées ukrainiennes. C'est de cela qu'il s'agit. Ce ne sont pas les citoyens moldaves qui en ont besoin, mais l'Occident, les membres de l'OTAN. Des fonds importants sont alloués aux pays de l'OTAN pour la modernisation des infrastructures militaires, de transport et de logistique de la Moldavie. On parle justement de ces récents développements avec notre invité du 19h. Manuel Pouchelet, expert en relations internationales, est avec nous ce soir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors les événements se sont bousculés ces dernières 24 heures en Ukraine. L'armée russe avance sur le terrain, les Ukrainiens tentent de les ralentir et l'armée ukrainienne a une nouvelle fois ciblé une ville de la région russe frontalière de Koursk. Aux dernières nouvelles, on parle de 4 morts. Ce conflit est loin d'être fini, n'est-ce pas Manuel Pouchelet ? Je pense que le conflit, si vous voulez, la dernière fois que vous m'aviez interrogé, prenait une nouvelle tournure, mais qui se confirme. Si vous voulez, l'Ukraine, depuis quelques mois, frappe en profondeur la Russie pour lui démontrer qu'elle est capable, si vous voulez, d'attaquer la Russie sur son propre territoire. Maintenant, ce que l'Ukraine oublie, c'est qu'elle doit défendre son territoire, et c'est-à-dire repousser les efforts de l'armée russe, qui en ce moment, comme le disait, reprendre l'expression de M. Poutine, grignote le territoire. L'armée ukrainienne, vous savez, elle a diminué beaucoup ses effectifs à cause du nombre de morts. Oui. Mais en même temps, elle a aussi des difficultés, on va dire, sur le terrain, qui, je le rappelle, en vocabulaire et expression militaire, le terrain commande. Et force est de constater que pour l'instant, l'armée ukrainienne a aussi des difficultés de ce côté-là. Maintenant, quelle est la démonstration, quel est le message adressé à la Russie derrière ces initiatives? Pour l'instant, même du côté otanien, on s'interroge en tout cas. Mais justement, vous parliez des pertes qui sont colossales du côté ukrainien. Pensez-vous que Kiev va persister à dépenser des sommes astronomiques, quand bien même la défaite sur le terrain est évidente ? Vous savez, Kiev a toujours surpris depuis quelques mois. Rappelez-vous, il y a eu l'initiative de la contre-offensive ukrainienne qui s'est avérée être un échec. On s'aperçoit que Kiev est toujours demandeuse, enfin surtout, je pense, par la voix du président Zelensky, de nouveaux moyens militaires que la Russie possède et qu'elle n'a pas ou en très petit nombre, si vous voulez. Donc quelque part, la Russie a pour l'instant la puissance militaire et démontre à l'OTAN qu'elle est capable de tenir les positions et surtout de progresser. Maintenant, je rappelle que les combats ont lieu dans des zones principalement à l'est du pays qui sont, on va dire, vous avez une forte présence de minorités russes sur le territoire ukrainien, donc forcément ça favorise la progression. Je rappelle que la population n'est jamais neutre. Maintenant, on s'étonne du nombre de morts, en effet, mais je vous ferai remarquer que le nombre de morts était aussi énorme et très conséquent lors des 2 premières guerres mondiales, où tant la Russie que d'autres pays ont payé un lourd tribut en tout cas. Mais le paradoxe, Manuel Pouchelet, c'est que l'Ukraine continue de donner la priorité au développement des missiles plutôt qu'aux négociations de paix. En fait, les négociations de paix, vous savez, elles ne sont pas médiatisées pour garder, on va dire, cette forme de confidentialité. Les négociations de paix sont bien sûr avec plusieurs parties en présence.
Je pense notamment au rôle très important joué par Washington. Je rappelle que ce conflit en Ukraine semble se caler, je dis bien semble se caler, sur l'agenda électoral américain qui, au 20 janvier ou 21 janvier prochain, verra l'arrivée de Donald Trump, qui, je vous le rappelle, cette semaine a refait une déclaration en demandant un cessez-le-feu immédiat. Mais force est de constater qu'il n'est pas écouté. Maintenant, côté ukrainien, j'ai l'impression que l'objectif est toujours libérer, on va dire, le territoire complet, mais on s'aperçoit que militairement, ils ne sont pas en capacité. D'ailleurs, l'Allemagne vient de proposer l'envoi de nouveaux matériels et de nouveaux vecteurs militaires. Encore une fois. Oui, encore une fois, mais je vous rappelle que la panoplie de systèmes d'armes ukrainiennes n'est pas complète. Il manque toujours de l'aviation, mais on y pallie avec des drones, ici bien côté ukrainien que côté russe, qui semblent aujourd'hui occuper une bonne partie du champ de bataille. Et on s'interroge aussi sur les capacités logistiques de réapprovisionnement telles que l'a déclaré la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, où l'on observe des nouveautés, en tout cas, côté otanien et côté soutien à l'Ukraine. Concernant toujours les négociations de paix, les principes formulés par le président Vladimir Poutine pour résoudre la crise ukrainienne ne sont pas des conditions préalables. Ils découlent du droit international. C'est ce que Vladimir Poutine a déclaré. Que pensez-vous justement des propos du président russe ? Les propos du président russe, pour l'instant, sont conformes, on va dire, à sa volonté. Je vous ferai remarquer qu'il parle peu. Et en général, celui qui sait parle peu, comme le disait Napoléon III. Maintenant, le président Poutine a bien l'intention, on va dire, de garder les territoires qui ont été conquis sur le sol ukrainien, alors que côté ukrainien, on pense au préalable à des négociations, ou si vous voulez, on pense qu'il faut rendre tous les territoires qui ont été conquis. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il y a un blocage. Mais derrière, il y a également d'autres enjeux, que sont celui du gaz, que ce sont aussi celui des nouvelles routes de la soie, où le président Xi Jinping souhaiterait aussi faire passer cet itinéraire par l'Ukraine, qui pour l'instant lui est interdit et retarde son projet. Dans ce conflit ukrainien, il y a bien sûr les facteurs extérieurs. On est d'accord, Kiev a choisi de faire le jeu de l'Occident, mais la question se pose, qui a réellement besoin d'éliminer un concurrent aussi puissant que la Russie de la scène internationale ? Est-ce que c'est l'OTAN ? Est-ce que c'est les États-Unis ? Ou bien est-ce que c'est l'Ukraine elle-même ? Oh, vous savez, je pense que l'objectif n'est pas forcément d'éliminer la Russie, mais je pense que l'erreur vient aussi de l'Union européenne qui n'a toujours pas compris que Moscou était en terre européenne et non forcément asiatique, et qu'elle aurait plutôt fort à parier on va dire, à faire la paix avec ce précieux allié, parce que je vous rappelle que la Russie, elle combat aussi des ennemis héréditaires de l'Occident. Et il est peut-être temps de trouver des solutions de paix. Donc je ne vois pas l'intérêt d'affaiblir de qui que ce soit la Russie, bien au contraire. La Russie, de toute façon, a démontré ses capacités militaires, mais elle démontre aussi ses capacités économiques, où je vous ferai remarquer qu'une partie des Occidentaux ont besoin, on va dire, de ces ressources aussi pour survivre. Et d'ailleurs, elles sont obligées de passer par des canaux BRICS, je pense à l'Inde notamment, pour pouvoir s'approvisionner en matières premières russes. Et je pense que là, il y a une grande contradiction, en tout cas. Manuel Pușlé, dans une déclaration, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a bien fait de le rappeler en disant que l'Amérique et l'Europe ont dépensé environ 300 milliards d'euros pour ce conflit en Ukraine. Une somme qui aurait peut-être pu servir à d'autres causes bien plus alarmantes, je pense la Rza par exemple. Oui, bien entendu, mais vous savez, Viktor Orban est un petit peu un personnage, un dirigeant particulier, puisqu'il s'inquiète en fait du retour de Donald Trump, où il a évoqué cette semaine d'ailleurs que 2% de son économie avait été consacrée, si vous voulez, aux dépenses de l'OTAN. Donc M. Orban, à juste titre, si vous voulez, s'inquiète, puisque l'arrivée de Donald Trump, vous savez, on l'annonce avec beaucoup d'interrogations, où il a dit ceux qui ne participeront pas, on va dire, au pot commun qu'est le financement de l'OTAN, les États-Unis s'en retireraient. Mais il faut aussi constater que M. Orban s'inquiète, à juste titre. Pourquoi ? Parce que son économie est affaiblie, mais il y a également un autre pays d'Europe qui est aussi très affaibli par rapport à ce conflit pour des raisons frontalières, qui est la Slovaquie. Donc pour l'instant, on entend peu du côté de Bratislava, peu de déclarations en tout cas. En parlant d'économie, l'Union européenne, qui a toujours été le soutien indéfectible de l'Ukraine, envisage d'adopter prochainement les 16e, 17e et encore 18e paquets de sanctions contre la Russie. Les 15e premiers n'ont vraisemblablement pas impacté son économie. Les marchés russes ne montrent toujours pas de signes d'instabilité, du moins pour le moment, Manuel Pușlé.
Oui, en effet, je pense que l'Union européenne se trompe avec ses sanctions économiques, mais c'est elle-même, je pense, la première victime, puisque la Russie était un sérieux et précieux client de l'Union européenne, notamment sur certaines solutions industrielles, et je vais même vous dire agricoles, puisque la Russie est consommatrice de produits européens. Donc finalement, ce train de sanctions supplémentaires, de toute façon, n'affaiblira pas forcément l'économie de la Russie, qui au contraire affiche une certaine forme de santé, mais je vous rappelle une chose, il y a aussi des alliances côté russe qui fonctionnent parfaitement. Je pense notamment à l'engagement des BRICS à ses côtés, en tout cas. Même si les avoirs russes ont été soit bloqués, soit gelés, je rappelle que la Russie qualifie la manière dont l'argent russe est traité d'absolument illégitime. Et selon elle, cela contredit toutes les normes et toutes les réglementations. L'objectif, par contre, il reste le même, mettre à genoux l'économie russe. Est-ce qu'ils vont y arriver ? Non, je ne le pense pas. Vous savez, il y a un ministre français qui a quitté le gouvernement ces derniers temps, je pense à M. Le Maire, qui a dit qu'il mettrait à genoux l'économie russe, et force est de constater qu'il s'est trompé. Même d'autres pays européens se sont trompés. Au contraire, l'Europe a besoin de l'économie russe pour fonctionner, tout comme la Russie a besoin aussi de l'économie européenne. Mais j'ajoute à cela une donnée supplémentaire, il y a aussi des Américains qui ont besoin de l'économie européenne. Sans quoi, ils n'ont plus de repères, parce que l'enjeu aussi pour les Américains est l'inquiétude notamment de la future administration Trump demeure l'enjeu de la Chine. Donc à force de s'affaiblir, finalement, il n'y aura plus personne pour combattre le jour où il y a un risque, on va dire, peut-être de nouvelles orientations, tant du côté de l'Alaska, comme on a pu l'observer la semaine dernière, ou même du côté de la Baltique, où là on a quand même des signaux alarmants en tout cas. De quel droit, Manuel Pouchelet, est-ce que l'Occident se permet de s'accaparer les avoirs russes pour les donner à l'Ukraine? Bon, vous savez, c'est difficile à définir. Hein. Je pense que c'est ni plus ni moins une question de droits de l'homme et une question aussi à défendre ses intérêts. Maintenant, la manière, je pense, est assez maladroite. Il y a d'autres leviers. Je pense qu'il est temps de faire la paix, et je vais peut-être me répéter, il faut faire la paix avec la Russie, puisqu'il y a des enjeux partagés entre l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique et même l'Ukraine, avec la Russie, qui pour l'instant, on va dire, semble avoir une victoire acquise. Mais je ferai remarquer que le président ukrainien pose beaucoup d'interrogations, y compris des deux côtés, tant russes qu'européens, puisqu'il ne bénéficie plus de visite de ses soutiens, en tout cas pour le moment. Merci beaucoup, Manuel Pouchelet, d'avoir répondu à nos questions. Je vous dis à très bientôt. Merci, madame, et à très bientôt. Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. 32 personnes ont survécu dans le crash d'un avion d'Azerbaïdjan Airlines qui s'est écrasé ce mercredi avec 67 personnes à son bord dans l'ouest du Kazakhstan. Selon la compagnie aérienne, il y avait 37 ressortissants azerbaïdjanais, 6 ressortissants kazakhs et 16 citoyens russes à bord de l'appareil. Une enquête est d'ailleurs en cours pour tenter de déterminer la cause du crash. À ce propos, un représentant d'Azerbaïdjan Airlines a déclaré que des contacts ont déjà été établis avec le Kazakhstan et que le soutien opérationnel nécessaire est fourni sur place par les services d'urgence du pays. L'avion avait à son bord 67 personnes, dont 62 passagers et 5 membres d'équipage. Des contacts ont déjà été établis avec le Kazakhstan et les services d'urgence kazakhs fournissent sur place le soutien opérationnel nécessaire. Selon les informations disponibles, 37 citoyens azerbaïdjanais, 16 citoyens russes, 6 citoyens kazakhs et 3 citoyens kirghizes se trouvaient à bord. La liste des passagers a été officiellement publiée. Le président russe Vladimir Poutine a par ailleurs exprimé ses condoléances à Ilham Aliyev, le président de l'Azerbaïdjan, pour la perte de vie humaine survenue ce mercredi suite au crash de l'appareil de l'Azal. Прежде чем мы начнем работу, к сожалению, должен сказать... Avant de commencer nos travaux, je dois malheureusement dire quelques mots sur la tragédie qui s'est produite aujourd'hui à Aktau. L'avion s'est écrasé, il y a des victimes, il y a de nombreux blessés et comme nous venons de vous parler, je voudrais en votre nom exprimer mes condoléances aux familles des victimes et à tous les blessés
espérant qu'il se rétablisse. En accord avec le président du Kazakhstan, un avion du ministère russe des situations d'urgence avec à son bord du personnel médical et l'équipement supplémentaire nécessaire est en route vers Aktau. Lors de son allocution traditionnelle de Noël, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a prôné l'unité après l'ombre suite à l'attaque meurtrière à la voiture de Magdebourg, déclarant que la haine et la violence ne doivent pas avoir le dernier mot. On l'écoute. Frohe Weihnachten wünschen wir uns gegenseitig in diesen Tagen. Nous nous souhaitons un joyeux Noël ces jours-ci, mais une ombre noire plane sur ce Noël. Le chagrin, la douleur, l'horreur, l'incrédulité face à ce qui s'est passé à Magdebourg quelques jours avant Noël. Beaucoup de gens auront le cœur lourd ce Noël. Beaucoup seront bouleversés, perturbés, peut-être même effrayés. Tous ces sentiments sont compréhensibles, mais ils ne doivent pas nous contrôler ni nous paralyser. Mon vœu le plus cher aujourd'hui est le suivant. Ne laissons pas cela se produire. La haine et la violence ne doivent pas avoir le dernier mot. Ne nous laissons pas diviser. Restons unis. La cohésion, c'est ce qui fait notre pays. Das ist es doch, was unser Land ausmacht. Pas touche au canal, ce sont là les mots qu'on pouvait lire sur les banderoles de manifestants devant l'ambassade américaine au Panama, où une centaine de personnes ont protesté ce mercredi contre le président élu des États-Unis, Donald Trump, qui a menacé de reprendre le contrôle du canal interocéanique si ce dernier ne réduisait pas le prix des péages pour les navires américains. Récemment, la menace de Donald Trump de s'attribuer le contrôle de l'administration du canal, alors qu'historiquement le peuple panamien a montré qu'il était capable de récupérer son territoire et nous n'allons pas le céder à nouveau. Peu importe le nombre d'alliances qu'il forme ou des négociations qu'il mène avec ceux qui sont au pouvoir, le peuple est là et c'est lui qui a décidé, pas les gouvernements ni l'empire. No los gobiernos ni tampoco el imperio. Nous rejetons de telles affirmations et exigeons également que le gouvernement de Molino honore la nation en appelant l'ambassadrice et en lui demandant de rendre des comptes de ses déclarations. En Haïti, l'ouverture du principal hôpital de Port-au-Prince, fermé en février dernier, a tourné au drame. La cérémonie initialement prévue hier a été attaquée par des gangs, faisant 3 morts, 2 journalistes et 1 policier. Plusieurs autres personnes ont été blessées, tandis que les autorités haïtiennes invitées à l'inauguration de l'hôpital n'étaient pas encore arrivées sur place. Ce qui passe aujourd'hui, je fais Noël dans l'hôpital général. Ce qui s'est passé aujourd'hui, le jour de Noël à l'hôpital général où la population, où les journalistes, où les policiers sont victimes, est inacceptable. Nous exprimons notre sympathie à toutes les familles des victimes, en particulier la police nationale d'Haïti et à toutes les associations de journalistes. Nous leur garantissons que cet acte ne restera pas sans conséquences. Que ça n'est pas été sans conséquences. 46 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées dans des frappes aériennes pakistanaises dans le district de Barmal, à l'est de l'Afghanistan. Le ministère afghan de la Défense a dénoncé des frappes barbares et a promis de riposter à cette agression claire.
Diplomatie, le ministre japonais des Affaires étrangères Takeshi Iwaya s'est alarmé ce mercredi de l'intensification des activités militaires chinoises auprès de son homologue Wang Yi lors d'une rencontre à Pékin, la première pour le chef de la diplomatie japonaise. Au menu des discussions, la situation en mer de Chine orientale, notamment autour des îles de Senkaku. Et puis avant de se quitter, direction Hawaï, où je vous propose de voir ces images impressionnantes. Le volcan Kilauea, l'un des plus actifs du monde, est une nouvelle fois entré en éruption. Des fontaines de lave d'une hauteur de 80 mètres ont été observées, tandis que le panache de gaz et les fines particules volcaniques ont atteint des altitudes de 1800 à 2400 mètres au-dessus du niveau de la mer. Des images à couper le souffle. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur nos réseaux sociaux ou bien en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. L'actualité continue sur Al24 News. Je vous donne rendez-vous vendredi.